Je présente tous les conférenciers en même temps parce que les trois sujets sont fortement reliés. D'accord. Alors, je vais d'abord donner une biographie et pour chaque conférencier, je donnerai quelques petites illustrations qui peuvent être intéressantes. Donc, le docteur Jean-Luc Leroy, âgé de 65 ans, a effectué ses études à Toulouse, en France. Il est diplômé d'un certificat d'études spéciales en anesthésie-réanimation et diplômé d'une thèse de doctorat en médecine psychiatrique. Sa thèse traitait des troubles dissociatifs de l'identité. Dans le temps, on parlait de personnalité multiple, mais je pense qu'il y C'est a une ça. espèce de pudeur que nous examinerons pourquoi on a changé de nom. Il exerce comme consultant en psychiatrie, au décours de quoi il a ouvert un cabinet médical libéral avec une orientation psychologique et psychiatrique et s'occupe de traiter la dépression, le suivi des personnalités multiples, les chocs post-traumatiques et le chagrin. Il est actuellement président du comité d'éthique et de soins palliatifs au comité de lutte contre la douleur dans un établissement près de Toulouse où il pratique l'anesthésie-réanimation. Alors, il va nous parler entre autres de Bernard de Montréal et de Ramanujan, donc je donne quelques toutes petites informations à ce sujet, quitte pour les gens à retrouver plus ou à me contacter pour en savoir plus. Bernard de Montréal, justement, prétendait parler avec des entités invisibles. Et le point crucial, la phrase cruciale ici dans la présentation de son livre Dialogue avec l'invisible, c'est l'indépendance entre l'auteur et la source y est manifeste. Alors, Monsieur Leroy parlera plus abondamment de cette question, mais juste que je pourrais fournir, parce que ces livres sont actuellement les livres de Bernard de Montréal, toutes les conférences, ou la plupart des conférences, sont sur YouTube, sont facilement accessibles. Ces livres ne le sont plus, sauf si vous me le demandez comment les obtenir. Alors voilà, une très bonne illustration du titre d'un autre de livre de Bernard de Montréal, Ces voix qui vivent dans ma Mhm. tête. Je pense que l'image explique très bien ce qu'il y a. Alors, Bernard de Montréal a, entre autres, donné une série de conférences avec trois individus, beaucoup de conférences avec Richard Glenn en différents endroits pendant une série d'années de 1977 à 84, certaines de 85 à 89 avec François Payotte, et enfin de 90 à 96 avec Daniel Ménard. Ces conférences peuvent se retrouver sur l'Internet ou dans le site de M. Richard Glenn, Ésotérisme expérimental. Voici la dernière conférence de Bernard de Montréal avec Richard Glenn. Alors, monsieur parle aussi de Ramanujan, qui est un cas qui m'a fortement intéressé parce que avant que moi-même j'admette la possibilité du channeling, je me posais bien des questions parce qu'en lisant beaucoup de ces ouvrages channelés ou canalisés, comme on dit en français, un terme que je n'aime pas trop, beaucoup de ces choses sont très édifiantes, etc., mais font un peu bisounours. On aimerait trouver des choses qui ont été transmises d'en haut, mais qui touchent des choses dures, vérifiables, des mathématiques, de la physique, des choses comme ça. Et voici la formule que Ramanujan, le grand mathématicien indien mystique qui recevait énormément de communications de résultats mathématiques et qui est allé en Angleterre et a travaillé avec Hardy, voilà la formule qu'il a donnée par pi. Alors avouez que cette formule, qui est une somme infinie allant de n à 0 infini, s'il n'y a pas une déesse derrière qui peut vous la susurrer à l'oreille, je ne pense pas que vous la trouverez très facilement. C'est vrai que cette formule a été par la suite améliorée par deux autres fanatique canadien, fanatique parce qu'il faut être fanatique pour dédier toute sa vie au calcul du nombre pi. Mhm. Ce sont les frères Tchudnovsky, je pense, qui sont des environs de Toronto. Mais c'est à partir des idées de Ramanujan qu'ils ont trouvé cette formule plus amorée qui permet de calculer pi avec une rapidité beaucoup plus grande. Sinon, les autres méthodes seraient beaucoup trop lentes. Voilà les écrits de Ramanujan. Vous voyez sa formule. Et ici, à droite, à l'encre, en haut à droite, à l'encre colorée, comment il les recevait. Vous voyez qu'il les recevait, c'est des choses. Il a laissé plein de cahiers et de grands mathématiciens ont travaillé des années, des années. Et il n'y a que récemment qu'on a non seulement édité toutes ces formules, mais trouvé des preuves, parce que lui, il les donnait sans preuves. Et quand il était en Angleterre et qu'on lui disait, ah, mais il faudrait quand même prouver ces formules, il disait, mais pourquoi? La déesse me l'a donné, pourquoi vous voulez que je les prouve encore? Alors, le résultat de ces travaux, c'est que
L'année passée, on a calculé pi, le nombre pi, avec 50 trillions de décimales. C'est vraiment une grande réalisation de la science et c'est intéressant de savoir qu'elle a été ancrée dans quelque chose qui a été, disons, révélé. Alors, nous écoutons maintenant le docteur Leroy. Merci, Monsieur Janta. Merci, Monsieur le Président. Je remercie aussi Monsieur Vannet qui nous a accueillis et qui va nous permettre un petit peu de nous exprimer sur la personnalité multiple dont on parlait tout à l'heure. Je commencerai donc à vous lire un petit peu quelques pages de façon à essayer d'écourter la quantité d'informations que je dois vous passer. C'est que l'anomalie, et pour rappeler un petit peu les termes de M. Vannet, et la sérendipité m'ont interpellé dans la recherche sur la construction psychique de la conscience. Je vous parlerai donc de la conscience normale et de son subconscient. Puis, en parallèle, je grefferai la conscience vibratoire dont Bernard de Montréal a été le révélateur en Occident. J'essaierai au mieux de le positionner dans l'étude que je vais développer maintenant. Donc, je vais donner une définition de la conscience. Une définition habituelle, c'est l'instrument dynamique et plastique qui permet de connaître ce qui se déroule autour et en nous, de nous localiser dans l'espace et le temps, favorisant notre continuité de soi et notre sentiment du vécu. Cette définition, à mon sens, est un petit peu trop restrictive au vu de ce que je vais vous présenter. On va commencer tout d'abord par les scissions, la scission entre la conscience et le corps. Il faut bien voir que on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir une scission quand on a eu les premiers témoignages dans les états de mort imminente, ce qu'on appelle les EMI. À ce stade, seule la preuve de l'expérience du corps repose sur les témoins et la vérification des lieux. C'est comme pour cet exemple où on a Pamela Reynolds, c'est une dame qui a été mise en état de mort clinique pour un anévrisme cérébral. Elle a été donc pendant 1 heure mise sous anesthésie, refroidie et mise à 15 degrés 5, vidée de son sang. Et ensuite, à son réveil, une fois qu'elle a été réchauffée évidemment, elle rapporte des précisions surprenantes sur ses sorties du corps, c'est-à-dire sur les actes instrumentaux, chirurgicaux, sur les réflexions qui ont été autour d'elle, sur son arrêt cardiaque et sa défibrillation, et son retour rapide vers son corps glacé. Alors évidemment, on a plusieurs milliers d'exemples sur ces EMI lors des anesthésies où les gens vont vous révéler ce qui s'est passé dans d'autres services ou vont même vous donner le numéro de la plaque de la table d'opération que vous ignoriez vous-même avant de rentrer. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, on peut le vérifier, c'est relativement exact. Et le problème, c'est que pour reproduire en laboratoire ces phénomènes, il faudrait presque être à perdre le corps physique de l'individu pour pouvoir recommencer, ce qui est difficile dans l'expérimentation. Concernant, alors on s'est tourné vers autre chose, ce qu'on appelle les sorties hors du corps, ce qu'on appelle les OBE. C'est plus simple pour faire des tests, notamment, et pour avoir ce qu'on pourrait appeler une conscience vagabonde, c'est-à-dire une conscience complètement détachée du corps, en sachant qu'elle n'est jamais complètement détachée, puisqu'il y aurait une corde de rappel énergétique qui serait attachée à chaque conscience qui sortirait. Donc, ces OBE ont été étudiés par des chercheurs suisses, notamment Madame Detolias ainsi que Monsieur Fourier, pendant plus de 10 ans. Et pendant ces 10 années, ils ont pu arriver à recueillir des informations, des tests devant huissier, et
ainsi que M. Keane et M. Cooper, qui ont travaillé aussi sur des personnes malvoyantes, qui avaient fait plusieurs expériences, notamment de sortie hors du corps, pour avoir au retour une vision parfaite de leur environnement. Pour ceux qui étaient malvoyants, certains ont repris la vue. Pour ceux qui étaient totalement aveugles, il y en a certains qui ont récupéré la vue. Le problème chez les aveugles de naissance, c'est qu'ils ont du mal à voir les couleurs, étant donné qu'ils comparent ça plutôt à une forme de luminosité différente des objets rencontrés. Voilà. Ça, c'est intéressant par rapport à ce qui avait été dit sur la vision du rouge dans une autre conférence tout à l'heure, par rapport à des gens qui seraient malvoyants ou qui seraient aveugles. Connaissant ensuite pour savoir comment quand même on peut arriver à faire ce genre de choses spontanément, parce que tout ceci, c'est que ce soit avec monsieur Nicolas Fraisse, qui était une personne qui était un infirmier et qui était beaucoup expérimenté, puisque pendant 10 ans, il a fait ça. Comment on peut arriver simplement et spontanément à le faire? Alors, il y a les phénomènes en absence, c'est-à-dire vous avez lors d'une relaxation ou lors d'une accélération ou d'une décélération, vous pouvez avoir simplement un détachement de votre conscience. Il peut aussi arriver lorsque vous avez des sortes d'excès, c'est-à-dire de l'hyperventilation, une peur, une torture évidemment, mais vous avez aussi les prières intenses qui peuvent donner un décrochage de la conscience. Et vous voyez un petit peu lors des prières en église, ou du moins les gens qui sont motivés pour prier, ce qui peut être déjà une destination et un objectif, c'est-à-dire aller se détacher avec sa conscience pour aller voir Dieu. Ensuite, nous avons donc les phénomènes intercurrents. Je ne sais plus où j'en suis de mon avancée, pardon. Ouais. Les événements intercurrents, c'est-à-dire en sortie du corps, les gens qui font des sorties du corps dans les OBE rencontrent des individus qui sont aussi en OBE comme eux, mais rencontrent aussi des gens qui sont fraîchement décédés, c'est-à-dire des gens qu'ils ignoraient et qui sont morts, et qui étaient même de leur famille, et qui, au retour de leur OBE, en rentrant dans le corps, trouvent leur famille éplorée et leur annoncent qu'il y avait telle personne qui est décédée. Ces formes de personnes décédées, ce qu'on pourrait appeler ces entités, ont la particularité simplement de ne pas avoir de corde de rappel. Je vous disais tout à l'heure que pour les OBE normales, elles avaient une corde de rappel qui leur permettait de revenir rapidement s'il y avait une peur, s'il y avait une sorte de danger. Or, on trouve ces mêmes façons d'interpréter ou d'interpeller les entités décédées dans ce qu'on pourrait appeler les SIAM, c'est-à-dire les communications induites après la mort, ce qui rappelle un petit peu les travaux du docteur Botkin, qui repose sur le MDR du docteur Shapiro, et ce qui permet aux patients qui sont, disons, dans le chagrin, de pouvoir voir parfois leur personne décédée, ou de les sentir, ou parfois de les toucher. Et de même, pour les praticiens qui s'exercent dans cette forme de SIAM, ils peuvent parfois arriver à visualiser eux-mêmes, sans le vouloir évidemment, ces décédés, et pouvoir les décrire aux patients. Ils les décrivent soit parce que le patient décédé a un chapeau ou un animal sur l'épaule, et donc là, la personne qui est à côté d'eux peut leur dire oui, effectivement, il aimait bien cet animal, je ne savais pas qu'il l'avait retrouvé, etc. etc. Voilà.
Ensuite, nous avons aussi quelque chose de particulier sur lesquels ont été faites des études, ce sont les animaux. Les animaux ont la capacité de voir les consciences voyageuses, ce qui permet, par exemple, quand c'est un animal qui peut voir son maître passer, il va être beaucoup plus ronronnant s'il s'agit d'un chat, ou si le chien était en train d'aboyer, il va se calmer. Et les tests ont été faits aussi par des scientifiques ciblés sur les animaux et sur leur maître. Ensuite, on passe ensuite au subconscient. Donc, le subconscient, c'est quelque chose de nouveau parce qu'il faut essayer d'éviter de se rappeler ce qu'on a appris sur le subconscient, sur le conscient, sur l'inconscient, parce qu'il y a de nouvelles formes. On s'aperçoit par exemple que quelqu'un qui fait une OBE, c'est-à-dire il s'en va avec sa conscience, il peut rester dans son travail, il peut rester avec ses collègues de travail et continuer à discuter ou à faire son travail. Quand cette OBE, cette conscience vagabonde revient dans l'individu, il ne sait pas d'abord ce qui s'est passé et il récupère un petit peu le cours en route. Et ceci peut-être montre que le subconscient prend en cours les problèmes relationnels des individus. Mais il faut voir aussi que quand une OBE revient dans un corps, elle a généralement elle est imprimée de plusieurs choses, notamment de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a senti, de ce qu'elle a perçu, des idées, des pensées, et elle n'arrive pas souvent à les interpréter. Elle ne les interprète pas parce que elle n'a pas ce qu'on pourrait voir un miroir éducatif ou discriminant interprétatif qui est en fait le subconscient. C'est-à-dire que si l'OBE a vu, si cette conscience a vu de l'eau bleue, elle va arriver en disant c'était de l'eau bleue. Et si on lui montre la carte postale qu'on lui a montrée pendant qu'elle était en forme d'OBE, elle va dire ah mais ça c'est la mer, je reconnais très bien. Ou alors je reconnais tel arbre, j'ai vu des arbres, mais celui-là c'est un platane. Vous voyez, elle arrive à discriminer et à analyser avec beaucoup plus de précision quand elle est sur son support de subconscient que quand, évidemment, elle arrive spontanément dans son corps. Donc, on passe ensuite aux états modifiés de conscience, c'est-à-dire les états modifiés involontaires. C'est-à-dire ces gens sont rattachés à leur corps, ils ne sont pas loin de leur corps et ils peuvent, comme dans ce cas, faire une conduite qui leur paraît ennuyeuse, ils vont se retirer du véhicule, ils vont voir le véhicule au loin et vont pouvoir le suivre de l'extérieur. C'est comme aussi cette jeune femme qui courait, qui brutalement s'est regardée dans son dos et s'est vue à maintes reprises en train de sauter et d'éviter les obstacles. Ou comme ce gardien de prison, encore plus intéressant, c'est qu'il se retrouva loin de son corps et pendant que son corps physique était violenté, battu par ses détenus, et il a pu faire une identification exacte alors qu'il était encore conscient. Il a identifié les gens qui étaient dans son environnement et qui l'ont battu. Ensuite, je voudrais parler des étirements volontaires de la conscience. C'est la capacité qui peut se révéler bien pratique, c'est-à-dire on peut aller au loin voir l'aboutissement d'une route, voir une place libre pour son véhicule. Certains sont capables de faire ça sous forme de volonté, mais en restant conscients dans leur corps. Donc, il y a une forme d'éloignement, une forme de vision nette dans ces deux cas. Maintenant, on va parler de micro-états de détachement, c'est-à-dire des micro-défaillances du corps physique qui entraînent des petits détachements du corps de la conscience. Et c'est là où on trouve les migraines, avec les fameux scotums lumineux, avec tous les troubles pour les gens qui sont migraineux. Ils savent exactement de quoi je parle. Et des formes d'amnésie, des formes de non-reconnaissance de symboles, des formes d'aphasie passagère.
Mais aussi, ce qui est aussi important, c'est lors de ces migraines, c'est d'avoir les pensées bloquées. C'est comme si, pour penser, on avait besoin de l'extérieur comme carburant pour faire marcher notre moteur mental. Et d'ailleurs, Bernard de Montréal disait la pensée vient d'ailleurs. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Ensuite, je voulais vous parler des détachements plus larges et par l'intermédiaire de produits artificiels qui nous fait voir des paradis artificiels. Donc, je pense aux substances psychédéliques qui sont comme la kétamine, l'ecstasy et tout ça, le hashish, le crack, le paco, je vais vous en citer d'autres, et les stupéfiants, hein, comme la cocaïne, l'héroïne. Tous ces produits entraînent des décrochages plus ou moins importants. Et je voulais aussi vous noter que le MDMA, c'est-à-dire l'ecstasy, avait la capacité, par exemple, en milieu calme, d'avoir un décollement modéré. C'est-à-dire que l'individu pouvait tranquillement être plané et être en empathie extrême, puisque c'était le but de l'ecstasy. Et lorsqu'il ajoutait de la musique, de la techno, il se décollait complètement, il devenait en extase complète. Et on s'est aperçu aussi que certaines musiques potentialisent le décollement partiel de la conscience. Alors, ces sons ou ces musiques ou ces voix, on a les bols tibétains, les cloches, les chants à basse fréquence de certaines tribus qui utilisaient l'ayahuasca pour faire des sorties hors du corps. Ce que je veux vous parler ensuite, c'est de la dépersonnalisation. Alors, la dépersonnalisation, c'est aussi un décollement de soi, mais c'est plus un décollement vers l'intérieur. La personne se sent flotter, mais elle est complètement anesthésiée au point de vue sensoriel. Et on retrouve cette forme d'observation chez les gens qui prennent, par exemple, du Paco, ou après avoir eu une alternance d'euphorie, de dépression, ils se retrouvent dans un isolement sonore complet. Mais aussi, on peut voir avec la kétamine, les gens qui se piquent à la kétamine, à des petites doses évidemment, ont un effondrement de la conscience, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus petits, un petit peu comme dans la dépersonnalisation, et puis ils continuent à devenir de plus en plus petits jusqu'à disparaître. Et ils disparaissent et à ce moment-là, ils ont une forme de vision et d'extase. Voilà, ça c'est pour la dépersonnalisation. Je voudrais maintenant vous parler d'une maladie un peu plus grave qui touche la majorité des psychiatres et dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les TDI ou les personnalités multiples, les troubles dissociatifs de la personnalité multiple. Cette maladie qui est pour les psychiatres retenue dans les DSM-5, donc notamment la dernière Bible, parle essentiellement que les critères sont l'amnésie, la dissociation, la pensée cohérente entre la personne originelle et les autres, et les alters. Alors, ces alters, ce sont des remplaçants psychiques. Ces remplaçants, évidemment, viennent lors d'une alternance, l'alternance étant que l'individu perd connaissance ou alors a une forme d'agrippement au siège, et nous avons l'alter qui le remplace, c'est-à-dire une conscience nouvelle qui le remplace avec des capacités, avec des possibilités. On va en parler après sur les alternances. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un gardien, une sorte de gardien de conscience qui gère les passages et les successions de ces consciences. C'est ça qui est intéressant. Et vous verrez pourquoi. Donc, ensuite, nous avons, après avoir vu l'alternance, on va voir l'intraconscience. L'intraconscience, c'est, par exemple, quelqu'un qui va partager son état de conscience. Et ça donne quoi? Ça donne que quand la conscience arrive dans sa conscience à lui, il se manifeste sur la moitié du visage, par exemple. Il peut devenir
avec souriant d'un côté et faire la tête de l'autre, mais il peut aussi avoir directement une anisocorie, c'est-à-dire une modification du diamètre des pupilles. On peut aussi les voir, ces gens-là, quand on les étudie, écrire un texte d'une main et, par exemple, jouer au piano de l'autre, ou écrire deux lettres différentes de chaque côté. Évidemment, dans ces événements d'intraconscience, ils peuvent pas marcher parce qu'ils ont chacun la moitié du corps. Et donc, c'est plutôt incohérent pour la marche. Ensuite, nous avons ce qu'on pourrait appeler la conscience, c'est-à-dire que la personnalité originelle se retire un petit peu pendant que la conscience nouvelle arrive et participe. Évidemment, il y a des souvenirs communs et ils sont tous en partage, disons, de fonctions. Donc, dans ces partages de fonctions, on a aussi, dans ces cas d'intraconscience, on a ce qu'on appelle les entendeurs de voix, dont vous nous présentiez tout à l'heure le livre, et où ces entendeurs de voix sont aussi un cas de conscience. Une intraconscience qui va se trouver bloquée pour rentrer dans l'individu, dans la conscience de l'individu. Or, le fait que certains rompent avec de l'alcool ou des toxiques, rompent la conscience, ils reviennent en intraconscience alors qu'ils étaient à l'extérieur en co-conscience. Et là, bon, il y a plusieurs hallucinations sensorielles, auditives, qui sont généralement l'apanage des psychotiques. Mais bon. Ensuite, on passe sur ce qu'on pourrait appeler l'alternante, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est que ces gens changent complètement et il y a une personne à chaque intrusion, à chaque passage. Il y en a qui sont féminins, d'autres masculins, d'autres avec une voix infantile, d'autres avec un changement de faciès. Évidemment, on a étudié des microstrabismes, on a étudié en ophtalmologie la myopie de certains, l'astigmatisme de certains autres, alors que c'est toujours ce corps qui est identique mais qui change complètement. Et on a pu déterminer des reconnaissances ciblées de ces personnes parce qu'elles récupéraient exactement les mêmes capacités et les mêmes comportements qu'elles avaient auparavant. Ensuite, il faut bien voir que chacune a ses compétences particulières, c'est-à-dire certaines sont des professeurs qui enseignent le français, ils vont pouvoir l'enseigner parfois pendant 1 an, 2 ans, et hop, ils switchent, c'est-à-dire ils changent, et nous avons à ce moment-là un professeur de mathématiques ou quelqu'un qui a des talents manuels, artistiques, chacun avec leur écriture différente. Parfois, ils ont des allergies totalement différentes, c'est-à-dire qu'ils vont réagir avec des piqûres de guêpe ou l'absorption de paracétamol, et avec d'autres haltères, il n'y aura aucune réaction de ces médicaments. Ce qui veut dire, quelque part, c'est que l'allergie, on se demande d'où ça vient. Ensuite, nous avons la personnalité originelle qui, elle, qui est bien au centre du phénomène, étant donné qu'elle se fait expulser de son habitat par des haltères qui, généralement, certains sont civilisés, mais d'autres y en veulent férocement, c'est-à-dire qu'ils font quelques petits tours, ils switchent, ils l'amènent dans une forêt, ils la perdent et, par exemple, ils la laissent, ils se déshabillent et puis ils s'en vont. Elle, la personnalité originelle, quand elle revient, elle se retrouve nue, perdue dans une forêt qu'elle ne connaît pas. Parfois, c'est beaucoup plus agressif parce qu'il y a des tortures instrumentales et comme la majorité de ces haltères sont souvent insensibles à la douleur, ils en profitent pour se donner des coups de couteau, se faire des brûlures cigarettes, etc. Parfois, les alternances peuvent durer de quelques heures, quelques jours et voire des années. Donc, il faut bien voir qu'il y a certaines alternances qui peuvent durer un bout de temps. Donc, il ne faut pas être pressé en tant que praticien. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a de 2 à 100 de consciences différentes qui en fait font la course à la vie.
ils suivent, on dirait, un précepte, c'est-à-dire l'intention de nuire provoque la différenciation, donc l'identification. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils se blessent pour cette raison, pour pouvoir s'identifier. Ribot, qui était un ancien psychiatre, disait que pour lui, un alter, c'était un consensus, une masse d'états conscients, subconscients et inconscients. Donc, il avait la totalité du mental humain. Ensuite, bon, dans l'alternante, toujours, nous avons les personnalités qui sont amnésiques mutuellement les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles ne savent même pas qu'elles ont participé à cette possession temporaire. Par contre, concernant les psychiatres, les praticiens ou les soignants, il s'est passé plusieurs choses, notamment des troubles visuels pour eux, où ils voyaient l'individu qui changeait d'âge, alors qu'il était toujours là, ou la taille de l'individu qui devenait beaucoup plus grande pour lui, où il voyait des images fantômes ou des surimpressions du visage précédent qui avait été vu. Ou alors parfois il se sentait plané ou confus, ou alors il avait aussi la sensation d'avoir des pensées bloquées. Il n'arrivait plus à accrocher ses pensées pour pouvoir parler, et il les voyait se collecter à l'extérieur de lui, mais sans pouvoir les interpeller. Donc, cela nous amène à des données sur la conscience au total. Après avoir vu tout ça, on peut se dire, la conscience, c'est quoi? La conscience, d'abord, c'est pas intelligent, parce qu'il faut de l'intelligence pour se conduire. C'est-à-dire que quand la conscience est à l'extérieur, il faut qu'elle investisse le mental pour qu'elle puisse être intelligente. On s'est aperçu, en testant les personnalités multiples, qu'elles avaient toutes la même intelligence, c'est-à-dire qu'elles avaient la possibilité d'utiliser leur mémoire spécifique et l'intelligence générale de la même personne. Ensuite, la volonté, une conscience vagabonde n'a pas la volonté, elle n'a pas la possibilité de se maintenir, ni de fuir, ni de tenir un sujet hôte. Ensuite, les humeurs, les émotions, ce sont des outils non spécifiques, c'est-à-dire que toutes les personnalités ou les consciences qui utilisent ces humeurs sont des humeurs identiques, c'est-à-dire le même type de réaction au point de vue humeur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on a la sensation, on a évoqué le fait qu'il y a l'enfant chez qui la personnalité multiple se génère est souvent en proie à des sévices sexuels ou des tortures. Et on a la sensation que quand il se retire, il y a une autre conscience qui vient, et puis une autre qui la suit sans arrêt. Un peu comme si le mental faisait un reboot, c'est-à-dire il ramenait quelque chose qui n'a pas été fini, sans arrêt. Alors on peut penser aussi que, comme certains, que la personnalité multiple traverse le subconscient pour aller jusque dans l'individu, pour pouvoir prendre sa place. Donc, je voulais maintenant en venir, après la personnalité ouverte, ce que l'on a fait, à la personnalité fermée. La personnalité fermée, c'est ce que l'on trouve chez le médium. Le médium, lui, il a la capacité de faire rentrer quelqu'un de l'extérieur, de son mental, et de faire en sorte de pouvoir le rejeter quand il le veut. Mais chez la majorité des médiums, on retrouve exactement la même organisation que ce que l'on a vu, c'est-à-dire l'alternante, la co-consciente et l'intraconsciente. Nous avons aussi des personnalisations conscientes à ce moment-là. Ensuite, je voulais parler d'autre chose, c'est de la transcommunication. La transcommunication, c'est la capacité qu'ont certaines équipes à essayer de parler avec des consciences voyageuses par les interférences électromagnétiques, à parler aussi avec des entités ou des décédés, avec des appareils de tous les jours. Bon. Ils ne sont pas chers là-dessus et ont beaucoup collecté de résultats.
Maintenant, je voudrais, maintenant qu'on commence à y voir un peu plus clair au niveau de la conscience et de s'apercevoir que ça peut se détacher, ça peut rentrer, ça peut être à plusieurs, je voudrais vous parler des morphotypes de la conscience, c'est-à-dire ces variations de volume. Alors, nous avons les rétrécissements de la conscience qui fait que ce qui se passe, comme dans le cas de Marie Reynolds, elle se réveille brutalement aveugle et sourde et elle ne peut récupérer sa vue et son ouïe que 5 semaines après. Ou alors, un autre cas, celui de Ansel Bourne, qui perdit brutalement l'ouïe, la vue et la parole après avoir, lui, déclaré publiquement qu'il préférerait devenir sourd et muet plutôt que d'aller à l'église, étant athée convaincu. Plus tard, il annonça sa conversion, c'est-à-dire qu'il a récupéré tout, et il proclama que Dieu l'avait guéri et que bon, ça, il rentrait à l'église. Tout ça pour montrer que, fonction de la personnalité multiple pour certains, et puis de choses qui semblent être la conscience pour d'autres, il y a une perte de fonctionnalité. C'est un peu comme si on voyait avec la conscience plutôt qu'avec sa fonction ophtalmique. On le voit d'ailleurs dans ce qu'on pourrait appeler les dilatations dans l'équipe de Kenneth et Ehring qui travaillent sur les personnes malvoyantes et qui ont pu détailler l'environnement. On le voit aussi surtout dans ce qu'on appelle les miracles. Et on pense tout de suite, quand on voit un miracle, à Marie Bigot, cette triple miraculée qui est allée 3 fois à Lourdes et qui a été à 3 reprises. Une fois, elle récupère l'ouïe, une fois, elle récupère la vue, et l'autre fois, elle récupère sa jambe droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a pris cette dame et qu'on a refait les scanners et revu un petit peu ce qui se passait, on s'est aperçu qu'elle avait toujours le nerf optique atrophié, le nerf auditif atrophié et qu'elle était toujours handicapée de la jambe, mais qu'elle pouvait se déplacer, elle pouvait voir, elle pouvait entendre. Voilà, c'était autant de miracles qui devaient trouver leur place dans une forme d'extension de conscience. Ensuite, on voit aussi la suppression de la douleur chez certains qui étaient handicapés et qui deviennent sensibles. Ça aussi, c'est plus difficile à déterminer, étant donné que il y a toujours la croissance des nerfs qui est de plusieurs millimètres, d'1 millimètre par mois, et ce qui fait qu'au bout d'un an, on pouvait avoir des résultats identiques. Ce que je voulais vous parler, je sorte un petit peu les miracles qui ont été calculés avec la régénération cellulaire des cellules souches, c'est-à-dire qu'on avait calculé, on avait calculé la multiplication cellulaire, si elle pouvait être réelle ou pas, au point de vue mathématique. On s'est aperçu que si la souche était stimulée, on pouvait avoir le même résultat pour une sarcoïdose, pour un problème de hanche, pour un problème de leucémie, etc. On tombait exactement sur nos pieds avec ce qu'on pourrait appeler un miracle. En fait, c'était un développement des souches de base. Je voulais aussi vous parler du calque de la conscience. On s'aperçoit que on peut avoir une forme réparatrice de la conscience, un petit peu comme si on réparait la conscience quand on lui mettait un calque. Donc, elle prenait ce calque comme image, comme reflet, et elle pouvait arriver à avoir une forme normale et qui faisait une forme de réparation. On s'est aperçu aussi que ces calques pouvaient être des entités qui, au point de vue miroir, en se mettant devant un obèse qui devenait anorexique, c'est-à-dire que, et inversement, quelqu'un qui était maigre pouvait devenir obèse, fonction du calque qu'il voyait, parce qu'il voyait essentiellement l'entité et non pas lui-même. Ce qui permettait de comprendre un petit peu les anorexies et puis les cas d'obésité. On a aussi les hormones maintenant qui peuvent expliquer certaines choses.
Ensuite, je voulais en venir à ce qu'on pourrait appeler aussi les déformations ciblées. La déformation ciblée, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu que ce soit la vue, pour aller trouver sa place, trouver un parking, on a ce qu'on pourrait appeler la baguette du sourcier, c'est-à-dire que la radiesthésie. On a vu aussi des états de conscience chez certains anciens Hawaïens qui faisaient de la pyrobassie, c'est-à-dire que leurs pieds n'étaient pas brûlés et après avoir fait des périodes de jeûne et des périodes particulières, ils étaient capables de marcher sur de la lave volcanique en fusion. Ensuite, on a étudié les manifestations de la voix ainsi que de l'audition. Et si on met ensemble ces deux parties, on tombe sur ce qu'on pourrait appeler la télépathie parfaite avec l'émetteur et le récepteur. On a aussi ce qu'on peut appeler les voyageurs de conscience, ce sont les chamans qui vont dans le corps des animaux, soit pour les soigner, soit pour voyager avec eux. Et le dernier, le plus connu, ce sont les guérisseurs qui ont la capacité d'enlever le feu, la douleur, et qui servaient bien dans les centres de grands brûlés. Je voulais en venir maintenant aux possessions. Alors, ce qu'on appelle les possessions, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme alternante ou une forme co-consciente. C'est-à-dire que dans les possédeurs, on a le phénomène de la démonopathie, c'est-à-dire ces démons qui sont très bruyants, qui vont agresser des victimes fragiles. On en voit beaucoup d'ailleurs à la télévision, dans les films à spectacle. Mais dans la réalité, on voit des personnes fragiles qui sont croyantes, souvent naïves, et qui sont prises par un démon ou un diable. Le fait est, c'est que quand on analyse d'une manière psychanalytique, disons, le démon ou le diable, on s'aperçoit parfois qu'il a une pathologie psychiatrique. Et on peut arriver en le convaincant à modifier le déroulement de la personne. C'est ce qui s'est passé chez quelqu'un qui boitait et qui disait être possédé par le diable. On a convaincu le diable de ne plus le faire boiter, mais bon, un mois après, il est revenu en boitant. Ensuite, nous avons la théopathie. La théopathie dont on parlait tout à l'heure avec M. Ramanujan, de ce jeune hindou qui étudiait les mathématiques et qui avait sa fameuse déesse Nomarini qui lui souffla toutes les connaissances et notamment les carnets et les formules mathématiques. On a ce qu'on pourrait appeler aussi la zoopathie. La zoopathie, c'est avec les animaux. Et notamment, on a eu ce que la majorité des Français ont connu, c'est la lycanthropie, c'est-à-dire l'investissement par un loup où brutalement des gens se voyaient se transformer en loup la nuit, mais ne se transformaient qu'au travers de leurs yeux, pas dans la réalité. Et ça a disparu du jour au lendemain et on a pensé que, bon, éventuellement, c'était peut-être une conscience d'animal ou d'animaux, puisqu'ils étaient plusieurs à ce moment-là. On a une autre possession, c'est les formes de bancs et de poissons. On sait maintenant que les oiseaux se mettent en banc pour pouvoir lutter contre l'agresseur et que le fait d'être de voler l'un à côté de l'autre leur permet d'avoir une sorte de cohésion. On s'est aperçu que les consciences individuelles, qui étaient la base de la sommation des consciences individuelles, qui était la base du traitement des personnalités multiples, pouvait être aussi une conscience isolée qui gérerait un banc de poissons ou un groupe d'oiseaux. Ça, c'était assez intéressant de penser à ça, puisque la base du traitement des TPM, disons quand on pouvait arriver à les traiter, c'était la sommation des consciences individuelles. D'où une petite remarque, c'est que ces consciences, on pouvait arriver à leur faire perdre la vie en les réunissant, mais il fallait réunir aussi leur capacité émotionnelle. C'était très, très, très compliqué. Et généralement, ça ne tenait pas au bout de 2 ans, ça se relâchait. Ensuite, autre chose dont je vais vous parler, et je vais bientôt en finir pour vous parler essentiellement du supramental
et de Bernard, c'est des égrégores. Ces égrégores, tout le monde a eu la possibilité de les sentir et de les voir. Ce sont des petits programmes qui se promènent et qui vous font avoir une chanson dans un endroit ou un démarrage de paroles en même temps, où ces rémanences, on n'arrive pas à s'en sortir. On se dit, on a ça dans la tête, on n'arrive pas à s'en sortir. En fait, ces programmes, il suffit d'arriver évidemment à ne pas le rechantonner pour que ça s'oublie un petit peu. C'est un petit peu comme une conscience, mais ce n'est pas une conscience, c'est un programme. Voilà. Enfin, on l'a établi comme ça. Maintenant, je vais essentiellement vous lire ce que j'ai mis sur Bernard de Montréal et le supramental, parce que je ne pourrais pas en faire la définition ou le superposer comme ça ou le survoler. Alors, ce fut en 1969 que la fusion d'un initié vit le jour, connu sous le pseudonyme de Bernard de Montréal. Il arriva dans la province de Québec, lança les bases d'une nouvelle évolution de l'homme. Il la fit reposer tout d'abord sur la parole créative. Cette parole apporta un savoir illimité au travers d'un médium, Bernard, qu'il a déclenché par écriture automatique, ce qui lui permettait d'amortir l'énergie nouvelle qui s'engouffrait dans le corps et qui constituait une masse non négligeable. Cette énergie créative, transformée en prise de conscience par sa propre conscience, la transmuta en conscience créative. Sa différence avec la conscience normale fut de fusionner une intelligence, alors qu'on se rappelle que la conscience normale, elle n'avait pas d'intelligence. De fusionner une volonté et une capacité à connaître ses limites et à pouvoir se diriger. Comme elle porta la trace de ses rencontres, elle est vagabonde, sans retour sur elle-même, sauf quand elle héberge l'esprit. Cette conscience mit à jour l'origine de son échange, qu'elle nomma le double ou contact, une entité étrangère, visible, et avec laquelle Bernard parla jusqu'à la fusionner. Alors que parfois il la laissait parler dans le cadre de la co-conscience, il la laissait parfois s'exprimer en intraconscience. Tous ceux qui ont fait des séminaires ou des conférences ont pu assister à ce genre d'événements. Allant plus loin, il s'en servit pour la maîtriser ainsi que pour abattre toute forme de possession et de manipulation mentale qui venait interférer avec ses desseins. Quant au double ou contact, gestionnaire de cette information, il est resté aussi le dépositaire du savoir et de l'énergie supramentale. C'est-à-dire ce double qu'il a intégré à lui avait la capacité de gérer le savoir. Et tout comme nous avions un organisateur dans les haltères insaisissables qui organisait un petit peu la gestion des personnalités multiples, nous avions ici un organisateur du savoir. Il y a toujours un petit parallèle, c'est assez cocasse. Au total, il est difficile de déterminer jusqu'à quel point l'énergie supramentale n'est pas une nouvelle forme de possession bienfaisante, de même que le double ou contact ne serait-il pas calqué sur l'alter directeur dont je vous parlais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la conscience créative des individus la maîtrisant semble un outil d'élargissement de conscience qui ne nécessite pas, comme auparavant, le besoin de sortir de son corps pour bénéficier d'un élargissement. Parce que tout le monde vous dira que dès qu'ils sortent de leur corps et qu'ils sont en OBE, ils ont un élargissement de conscience. Là, avec une conscience créative, vous avez un élargissement de conscience, vous avez une forme de savoir qui vous permet d'appréhender les choses d'une nouvelle façon. Quant à Bernard de Montréal, homme libre au savoir immense et infini, il n'avait par contre que peu de mémoire et pour cause, il n'en avait plus besoin. Par contre, le problème qu'il avait, c'est qu'il ne reconnaissait pas sa famille, il était obligé de mettre des photos de sa famille pour pouvoir la reconnaître et savoir comment il s'appelait. En conclusion, donc, je vais conclure un petit peu tout cet extrait. Il faut probablement commencer dès aujourd'hui à envisager les nouvelles techniques appliquées donc à la médecine, et des réglages de la part de la justice aussi pour trouver les coupables si besoin, et agir pour appliquer des peines à d'autres co-vivants. Et les philosophes devront commencer à réfléchir aux meilleures tactiques pour aider les individus dans cette débâcle. Quant aux ingénieurs et techniciens, il faudrait qu'ils trouvent les moyens de communication les mieux adaptés pour alléger les souffrances. Et quant à Bernard de Montréal, qui a déposé les bases du supramental, je pense qu'il faut le remercier d'avoir introduit une intelligence nouvelle sur la Terre en espérant que cette fois-ci, nous en ferons meilleur usage.
Voilà, je vous remercie de votre écoute. Oui, docteur Leroy, je vous remercie beaucoup pour votre conférence, extrêmement riche et intéressante. Vous avez fait le survol de presque tous les phénomènes paranormaux là, que nous connaissions. C'était extrêmement instructif. Je propose de passer à la conférence suivante et qu'on regroupe les questions à la fin parce que ce dont va parler Monsieur César Augusto Zeve est assez proche de ce dont vous allez parler. Donc voilà, je donne la parole à Monsieur Zeve.